suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. À Tivoli, près de Rome, la Villa d'Este est l'un des témoignages les plus significatifs des jardins de la Renaissance italienne. Un chef-d'œuvre qui a servi et qui sert encore de modèle pour la conception de nombreux jardins à travers toute l'Europe. Après un échec lors du conclave de 1550, pour être élu pape, l'ambitieux cardinal Hippolyte d'Este devient gouverneur à vie de Tivoli. C'est avec son jardin qu'il va démontrer sa toute-puissance, sa richesse et son extrême érudition. La Villa d'Este met en scène l'eau de façon spectaculaire, grâce à une machinerie hydraulique qui ne fonctionne que par la force de la gravité. Jamais on n'avait concentré en un seul lieu un nombre aussi impressionnant de fontaines, de grottes, de cascades et de nymphées. Toutes renvoient à une dimension allégorique variée et riche. Le jardin a nécessité de gigantesques travaux au cœur de la ville et à même la roche de la montagne sur laquelle il repose. Marina Cogotti, architecte, dirige la Villa d'Este. Marina, on est dans un paysage vertigineux. Comment on a réussi à installer le jardin de la Villa d'Este dans la cité de Tivoli? Bien sûr, ce n'était pas simple. En effet, le terrain dont on disposait, c'était la pente d'une colline très escarpée qui descendait à pic par endroits. Elle était même habitée par des bêtes sauvages, si on en croit certains chroniqueurs de l'époque. Et puis, il y avait aussi le village qui s'étendait là où le jardin devait être réalisé. Nous savons, grâce à des documents de l'époque, qu'Hippolyte fit démolir des habitations pour obtenir de la place vers le haut du terrain. Si on observe le quartier de Santa Croce, on voit que c'est comme si le jardin entrait littéralement dans le village. Cela crée d'ailleurs un cadre superbe pour border le jardin haut. Dans la partie basse, il a fallu au contraire réaliser des terrasses, des soubassements pour obtenir une surface plane. Les travaux de la Villa d'Este ont duré 20 ans. L'architecte Piero Ligorio, mandaté par le cardinal, ira même jusqu'à détourner une rivière, détruire des pans de ville et sculpter la montagne pour orienter idéalement le jardin et le palais. L'axe nord-sud relie l'entrée principale du jardin vers le palais. Deux axes majeurs sont orientés est-ouest. Le premier conduit l'eau de la fontaine de Tivoli à la fontaine de Rome. Le second achemine l'eau de la fontaine de Neptune à une série de bassins viviers. Des allées secondaires, des rampes en diagonale et des escaliers diversifient les combinaisons de la promenade. Pour structurer et rythmer l'espace et les dénivelés du jardin, des arbres au feuillage persistant ont été plantés. Ils mettent en valeur toute l'année les qualités spatiales du jardin. Des haies de buis ou de laurier bordent les allées. Elles soulignent les ouvrages et les terrasses du jardin. Et alors toutes ces terrasses, elles permettent à la fois du confort, mais elles permettent aussi de fabriquer tout un tas d'effets et de perspectives. Oui, en effet, les terrasses ne sont pas là pour résoudre seulement le problème des dénivelés. Elles permettent aussi une grande variété de propositions architecturales. Ici, les murets sont ouverts pour abriter des fontaines et des nymphées. Là, au contraire, ils créent ce long parcours qui s'achève par une terrasse qui donne sur le niveau inférieur. Par exemple, Marina, la fontaine de Lové, grâce aux terrasses, on la découvre en un claquement de doigts.
Bien sûr, c'est vraiment une belle surprise qui nous attend à la fin du parcours, qui s'ouvre sur la fontaine principale. On y retrouve tout ce qui symbolise Tivoli. La cascade, les monts Tiburtins à l'arrière, les statues, la Sibylle de Tivoli. C'est tout un univers qui est reconstruit ici dans cette merveilleuse représentation, presque un amphithéâtre. Ça fait penser à une véritable scène de théâtre. Au-dessus de la fontaine de Tivoli et derrière un bosquet de lauriers se dresse la fontaine de Pégase, taillée dans du tuf calcaire. Symboliquement, le cheval ailé fait jaillir d'un coup de sabot l'eau qui alimente toutes les fontaines. Pendant les travaux, le cardinal Hippolyte d'Este gouverne la ville de Tivoli. Sous son autorité, la cité, qui avait été mise à sac en 1547, retrouve renommée et prospérité. Carmelo Chipinti est historien d'art. Carmelo, pour comprendre les raisons d'un projet aussi monumental, il faut comprendre la personnalité d'Hippolyte d'Este. Bien sûr. La villa en elle-même, si théâtrale, magnifique, spectaculaire, était déjà considérée par les contemporains comme le reflet de la personnalité d'Hippolyte d'Este. Son héroïsme, sa magnificence, son ambition étaient l'objet d'une véritable célébration. Quand il n'était encore qu'un tout jeune homme, il est ordonné évêque et part à la cour de France, où il devient le représentant de la culture italienne, de la culture de Ferrare à la cour d'un des souverains qui aimait le plus l'art italien et la culture italienne. Hippolyte devient membre du conseil privé de François Ier, qui lui transmet son goût pour l'architecture et l'art des jardins. Descendant d'une des dynasties les plus illustres d'Italie et grâce à ses fonctions ecclésiastiques, il a déjà accumulé une fortune qui lui permet de concevoir la propriété de ses rêves. Pourquoi, après la cour de France, Hippolyte d'Este choisit Tivoli? Ce n'est alors qu'un bourg médiéval qui n'a pas beaucoup de charme. Mais Tivoli se trouvait près des vestiges de l'extraordinaire villa d'Adrien, dont on ne savait encore que peu de choses. Le cardinal Hippolyte profite donc de ce précieux don, auquel il aspirait avec force, pour lancer un projet de fouille et de récupération de statues antiques. Il pensait que ces statues pourraient donner un aspect magnifique à son projet de villa moderne. Il commença les fouilles et les travaux dès 1550. Ligorio est chargé d'effectuer les fouilles et d'étudier les techniques romaines d'approvisionnement en eau. Les nombreuses sources et la dérivation de l'Aniene, un affluent du Tibre, vont permettre d'ériger plus de 50 fontaines dans le jardin. Certaines statues et colonnes, empruntées aux ruines de la Villa Hadrien, agrémentent la promenade. Hippolyte d'Este fait également réaliser des représentations mythologiques, païennes et fantastiques. Ces statues sont autant de personnages qui peuplent le jardin et racontent chacune une histoire. Dora Catalano est historienne de l'art, spécialisée dans les symboles et les allégories du jardin. Dora, ça c'est un vrai décor de cinéma, cette fontaine. Oui, ça c'est peut-être la plus scénographique de toutes les fontaines. Aujourd'hui, nous la voyons un peu abîmée. Mais il faut imaginer à l'origine un grand demi-cercle qui constituait une véritable scène de théâtre, avec tous les monuments de la Rome antique rassemblés,
réunis dans cet hémicycle. La ville de Rome était donc racontée au travers de ses lieux principaux et même avec ses symboles principaux. Pas seulement avec cette statue triomphante, l'image de la Rome victorieuse, au centre, mais aussi avec la louve du Capitole. Et également, caché dans la grotte, il y a le dieu du Tibre, le fleuve romain. Tout ça, c'est une symbolique qui est extrêmement complexe. Est-ce qu'elle était franchement accessible à tout le monde? Non, disons que ce n'était pas accessible à tout le monde. Et pourtant, là où aujourd'hui certains éléments nous paraissent obscurs, ceci était d'une certaine façon parfaitement compréhensible pour l'entourage d'intellectuels, de littéraires, imprégnés de culture classique qu'étaient les nobles et les ecclésiastes de l'époque. Il nourrissait pour l'Antiquité, et surtout pour les thèmes de l'Antiquité classique, un intérêt vraiment profond. Et surtout pour le réutilisation des thèmes de l'Antiquité classique. Alors Marina, on est dans un endroit tout à fait particulier où il y a 3 fontaines qui dialoguent. La fontaine de Rome, les 100 fontaines et la fontaine de Tivoli, et qui fabriquent un rapport tout à fait particulier dans le jardin. Oui, c'est un axe architectural extrêmement fort, un axe transversal. C'est un élément qui organise fortement l'espace. On voit à notre droite cette longue allée des 100 fontaines. Elle représente l'eau qui vient de la fontaine de Tivoli, l'eau de l'Aniene, mais aussi celle des aqueducs de Rome. Parce que c'est de Tivoli que provenaient les nombreux aqueducs qui alimentaient Rome. Par ce parcours, l'eau de la fontaine de Tivoli rejoint celle de la fontaine de Rome. Le lien symbolique entre Tivoli et Rome, c'est le lien de l'eau, le lien du territoire, mais c'est aussi le lien des intérêts d'Hippolyte II. Dans la pente la plus escarpée de la villa d'Este, le cardinal conçoit une véritable colonne vertébrale qui structure le jardin. Convaincu d'être le descendant d'Hercule, Hippolyte d'Este donne le nom du demi-dieu à cette allée. Pourquoi l'axe d'Hercule? Parce que c'est justement à Hercule que le jardin est dédié. Hercule, le héros mythologique qui avait volé les pommes d'or du jardin des Hespérides. Hercule, c'est aussi le héros qui conquiert l'immortalité grâce à son parcours ascendant. Et nous sommes justement en train de parcourir un itinéraire qui nous conduit vers le haut de la pente, un parcours ascendant qui illustre les travaux exténuants, les efforts du héros pour surmonter les épreuves. Et le parcours trouve son aboutissement à l'intérieur de la villa, avec le héros mythologique admis au banquet des dieux. Et Hercule, accueilli parmi les divinités de l'Olympe, a obtenu l'immortalité. Le visiteur, l'hôte qui entrait dans le jardin, était sans cesse interpellé dans sa pénible montée qui conduisait à la résidence du cardinal. Il était sans cesse sollicité par différents chemins qui lui offraient différents points de vue, par des architectures particulières, par des fontaines différentes, des fontaines qui racontaient une histoire. Il y avait des jeux, des farces et même des fontaines sonores. Toute une série d'artifices qui avaient justement pour but de rendre cette ascension beaucoup moins pénible. L'odeur des fleurs changeait aussi selon les saisons. C'était une véritable expérience multisensorielle qu'on peut revivre dans une certaine mesure, aujourd'hui encore dans les jardins. Mais alors, est-ce que c'est ça, un jardin des merveilles?
Le Jardin des Merveilles, c'est exactement cela. Au XVIe siècle, on imagine le jardin comme un lieu qui doit sans cesse surprendre celui qui le parcourt. C'est un monde artificiel où chaque chose suscite des sensations différentes. Un monde où la nature et l'artifice dialoguent sans cesse, où ils sont unis et en même temps où l'on cultive une sorte d'ambiguïté. Un monde où nous sommes surpris par le bruit de l'eau, la forme des fontaines. Un monde qui nous amène à une sorte de dimension fantastique. Un jardin des merveilles. Voilà, nous sommes arrivés à la fontaine de la Chouette, un des endroits les plus intéressants de tout le jardin. Tu vois, ça c'est la fontaine. Va voir un peu comme elle est belle. Allez l'ami. Ce n'est qu'une petite farce. Tu n'es même pas mouillé. Tu as pu expérimenter les farces. Ce sont de tout petits tuyaux, des jets d'eau qui éclaboussaient. On faisait entrer les invités et ensuite les fontainiers déclenchaient les farces pour le plus grand bonheur, on imagine, de tous les invités. À la mort d'Hippolyte, la Villa d'Este continue d'accueillir des cardinaux, des nobles et des ambassadeurs européens. Puis elle connaît une longue période d'abandon à partir du XVIIIe siècle. Contre toute attente, l'aspect délaissé, la végétation abondante, donnent un caractère romantique au jardin et séduisent alors les artistes qui le découvrent. Fragonard s'en inspire et Liszt compose ses jeux d'eau à la Villa d'Este. Le jardin revient en 1920 à l'État italien, qui le restaure et l'ouvre au public et aux habitants de Tivoli. Parmi eux, la grand-mère de Maria Teresa. Alors ce coin du jardin, c'est vraiment un endroit utilisé par les touristes, mais aussi par les promeneurs pour se rafraîchir. Parce que quand l'été est torride, on a l'impression d'avoir l'air conditionné. Et puis c'est là, en bas, dans ce bassin, que ma grand-mère lavait le linge. Quand elle était très jeune, elle lavait les draps des filles du gardien. Elle les essorait et les battait. Et en échange, il lui donnait des pâtes à l'œuf, des fettuccine au cèpe et au porc. Elle adorait ça. Elle se serait damnée pour des cèpes. Et puis ici, elle venait avec ses draps dégoulinants d'eau qu'il fallait porter avec une bassine sur la tête jusqu'au palais pour les étendre au soleil. C'était un travail exténuant. On venait aussi ici avec mon frère le dimanche. Tous les dimanches après la messe, on passait quelques heures ici avant d'aller déjeuner chez la grand-mère qui lavait le linge. On se promenait pour voir les premières fleurs du printemps. Les haies aussi sont extraordinaires. Les buissons de plantes aromatiques, elles ont un parfum incroyable. Et on peut aussi les utiliser pour cuisiner chez nous. Et puis ici, nous avons le myrte. Tu connais le myrte? Ah, ça c'est une plante aromatique vraiment bonne. Pour cuisiner, tu cuisines? Ouais. Alors il faut que tu goûtes ça. Tu dois essayer avec l'agneau et avec le cochon de lait. L'agneau pascal avec le myrte. C'est un plat typique de la cuisine sarde, mais ici aussi on le fait. Maria Teresa, c'était un jardin public ou un jardin privé? C'était un jardin privé, mais il faisait partie de la ville. Tous les habitants de Tivoli en étaient extraordinairement fiers. Et surtout, si quelqu'un de l'extérieur venait en visite, la première chose qu'on faisait, à part le déjeuner, c'était de l'amener ici, de lui montrer cette merveille de la ville.
C'était un motif d'orgueil incroyable. Ça arrivait aussi la nuit, quand mon père et ma mère recevaient des amis de Rome. L'été, la nuit, quand il y avait encore de la lumière, ils les emmenaient voir la Villa d'Este. C'était une merveille pour éblouir les personnes qui venaient déjeuner ou dîner chez nous. Aujourd'hui, les jardiniers maintiennent la Villa d'Este en l'état, avec son aspect romantique hérité du XVIIIe siècle. Taille des haies, des rosiers grimpants et élagage des arbres constituent l'essentiel de leur travail. Au détour d'un chemin, je découvre des troncs de chêne vert piqués de trous. Un problème qui menace une des essences les plus importantes du jardin. Hé, Antonio, vous êtes prêt? Domenico Amicucci coordonne les travaux d'entretien du jardin. Stefano, tout est OK? C'est sûr? C'est OK. Ouais, c'est bon. Et pour la sécurité? Ouais, c'est bon aussi, ouais. OK. Alors, Domenico, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là sur ce grand chêne vert? Cet arbre-là est très vieux. C'est un chêne vert. L'arbre a été attaqué par des insectes xylophages, c'est-à-dire des insectes qui mangent le bois. Le xylophage, donc c'est un insecte qui rentre dans l'arbre, Oui. qui le mange à cœur en fait, et qui finit par le tuer. C'est ça. Okay. Il mange peu à peu des zones de l'arbre. Et puis à la fin, la plante meurt. Et donc là, vos gars, ils vont grimper en haut de l'arbre. Maintenant, ils vont tailler les parties malades. Concrètement, ils essaient d'enlever ces insectes qui ont abîmé la plante. Hé, Stefano, vas-y doucement, hein. Stefano, attention! Maintenant, je te montre ce que font les insectes xylophages de cet arbre. Ah, il y a des trous partout là. Oui, ça, ce sont les dégâts que l'insecte provoque à l'arbre. On peut rentrer le doigt dedans. Hein. Toutes ces galeries qu'il creuse, elles dessèchent la plante. Maintenant, quand Stefano va descendre, on va lui faire couper une branche. Comme ça, on va probablement trouver la larve qui vit à l'intérieur de ces arbres. On va voir si on trouve des insectes dans cette branche. Maintenant, on peut voir. Ah, là voilà. Et c'est ça le parasite, hein? Oui. Ouais. Ah, qu'il est beau! C'est ça, tu vois? Ah ouais, c'est magnifique. Ouais. C'est un monstre, hein? Mais c'est pas elle qui mange l'arbre, c'est la larve qui mange l'arbre. C'est ça. Vous luttez contre elle, mais la Commission européenne, elle la protège. Oui, effectivement, elle est protégée par l'Europe. Donc vous êtes tiraillés entre vous débarrasser de cette bête-là et en même temps, vous pouvez pas... En fait, on ne peut pas lutter contre eux. On ne peut qu'enlever les branches malades de l'arbre. On n'est pas autorisé à utiliser d'autres méthodes pour éliminer l'insecte. La protection de la biodiversité est un dilemme pour les jardiniers qui doivent concilier la défense de cet insecte, le capricorne, et le maintien des arbres séculaires qui structurent le lieu. La Villa d'Este est un jardin vieux de plusieurs siècles, confronté aux enjeux du XXIe siècle. Marina, comment on gère un monument vivant comme le jardin de la Villa d'Este qui a plus de 4 siècles?
C'est vraiment un défi quotidien. D'un côté, il y a les difficultés évidentes. Par exemple, les fontaines sont alimentées avec de l'eau qui provient du fleuve et il faut donc la purifier. Mais c'est aussi un défi quotidien lorsqu'on a affaire à de la matière vivante, cette végétation qui change sans cesse sous nos yeux. On doit donc utiliser les mêmes normes que pour la restauration, mais nous devons continuellement nous adapter à cet aspect changeant. Mais c'est aussi une immense satisfaction. En 2001, la villa a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis sa construction, elle a toujours joui d'une grande réputation. Je le considère donc comme un grand honneur. C'est un vrai privilège d'être à l'intérieur d'un espace unique, d'un véritable monde qui a été recréé. Surtout cet après-midi, avec ce coucher de soleil.